Bienvenue dans cette série de podcasts sur la qualité des soins de santé. Dans ce 6e épisode, nous examinons de plus près l'impact caché des événements indésirables dans les soins de santé, des histoires dont nous n'entendons quasiment jamais parler, mais auxquelles nous devons faire face. Je m'appelle Chris et en tant que professeur d'université et chercheur en gestion des soins de santé, j'ai passé les 10 dernières années à explorer ces dynamiques complexes qui affectent profondément les professionnels, les patients et des organisations entières. Dès le début de nos recherches sur les secondes victimes, j'ai eu le privilège de collaborer avec ma collègue et amie Deborah Sees, aujourd'hui titulaire d'un doctorat. Avec Deborah, nous avons mené plusieurs études sur ce sujet et nous faisons également partie d'une équipe de recherche internationale, le consortium du réseau européen de recherche sur la seconde victime, sous la direction de notre collègue espagnol, le professeur José Mira, et de notre collègue allemand, Reinhard Strametz. Le podcast d'aujourd'hui est basé sur une conférence en ligne que j'ai donnée dans la classe de mon mentor et ami Peter Lachman. Peter dirige un cours sur le leadership en matière de soins de santé en Irlande pour le Collège royal des médecins, mais il dirige également un cours pour nos collègues en Afrique avec des amis du Nigeria, du Kenya et de la Tanzanie. J'ai eu l'honneur de partager mon expérience des systèmes de soutien aux secondes victimes et ce podcast est basé sur cette conférence. Merci donc à Peter et aux étudiants internationaux de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et bien sûr, merci à l'équipe de Jellypod et à Mathieu Louiset pour leur aide dans la production de ce podcast en français. Commençons par le contenu de cet épisode, les secondes victimes suite à des événements indésirables. Aujourd'hui, nous entamons un voyage au cours duquel nous allons explorer ce qui se cache sous la surface de la pratique clinique. Lorsque les choses tournent mal, que les systèmes échouent ou que des erreurs se produisent, les implications se répercutent bien au-delà de ce que l'on peut voir. Oui, ces moments façonnent l'expérience des patients, mais ils jettent aussi une ombre plus sombre sur ceux qui dispensent les soins. Nous avons intitulé ce podcast « L'impact caché des événements indésirables ». Car, en toute honnêteté, les événements liés aux soins de santé ne sont pas seulement cliniques, ils sont profondément humains. Ils touchent les émotions, perturbent les motivations et amènent souvent les professionnels à remettre en question leurs connaissances, leurs capacités, voire leur raison d'être. Dans cet épisode, je veux vous emmener au-delà des points de données ou des statistiques sur les incidents. Nous examinerons comment les professionnels de la santé, les secondes victimes, réagissent et se remettent des conséquences de ces événements involontaires. Quel est l'impact de l'environnement de travail sur leur bien-être mental après de tels incidents? Et que peuvent faire les organisations pour assurer la solidité et la sécurité de leur personnel? Le fondement de cette discussion repose sur la reconnaissance du fait que la résilience ne se développe pas de manière isolée. Aucun professionnel de la santé, même le chirurgien, le médecin, l'infirmière ou le gestionnaire le plus expérimenté ne peut rester insensible. Les réactions négatives après avoir été directement ou indirectement impliquées dans un incident, je pense qu'elles sont normales. Et c'est parce que ces réactions sont humaines. Rien de plus, rien de moins, mais nous devons nous assurer que ces réactions ne durent pas parce que nous perdrons alors nos collègues. Leur rétablissement et leur contribution continue à la sécurité des patients dépendent fortement du système, du leadership et surtout du niveau de soutien bienveillant qu'ils reçoivent.
Tout au long de cette série de podcasts, nous avons déjà mis en lumière des modèles de soins centrés sur le patient qui s'étendent aux soins centrés sur l'être humain. Une philosophie qui considère le personnel de santé comme intrinsèque à l'équation de la sécurité. Dans les épisodes précédents, vous avez entendu parler de cadres novateurs, tels que le modèle multidimensionnel, de notre maison de la confiance, de l'histoire de la qualité, de la sécurité psychologique, et maintenant, je vais vous présenter l'évolution des connaissances sur le phénomène des secondes victimes. Que vous soyez un clinicien, un étudiant qui se lance dans ce domaine ou un responsable qui façonne la culture des soins de santé, ce podcast est fait pour vous. Ensemble, nous visons à favoriser la compréhension, la compassion et les stratégies concrètes. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans les définitions, les histoires et les efforts de cette première conversation, je vous invite à réfléchir, prendre un moment de pause pour considérer à quel point l'acte de soigner nous relie tous. Mais il arrive que les soins ne se déroulent pas comme prévu. Dans le monde des soins de santé, où l'excellence et la précision sont primordiales, le moindre écart peut avoir de profondes conséquences. Mais qu'arrive-t-il aux soignants lorsque cet écart se produit? Quel est son impact? C'est là qu'apparaît le concept de seconde victime, terme introduit pour la première fois par le docteur Albert Wu en l'an 2000. Il y a donc 25 ans. La définition a évolué au fil du temps et a fait l'objet d'une mise à jour consensuelle en 2022. Cette définition consensuelle a été élaborée par notre équipe internationale ERNST et j'ai l'honneur d'être le premier auteur de cette publication historique. Le réseau européen de recherche sur les secondes victimes conclut qu'une seconde victime est aujourd'hui définie comme suit. Tout travailleur de la santé, directement ou indirectement impliqué dans un événement indésirable, imprévu, une erreur de soins non intentionnelle ou une blessure de patient et qui devient une victime dans le sens où il subit également un impact négatif. Répétons donc cette définition car elle est essentielle pour comprendre le phénomène. Tout travailleur de la santé, directement ou indirectement impliqué dans un événement indésirable, imprévu, une erreur de soins de santé non intentionnelle ou un préjudice subi par un patient et qui en est victime dans le sens où il en subit également les conséquences négatives. Approfondissons les 3 différentes parties de cette définition et commençons par tout travailleur de la santé directement ou indirectement impliqué. Cela signifie que tous les membres de l'équipe multidisciplinaire et interprofessionnelle peuvent devenir des victimes secondaires, non seulement les médecins et les infirmières, mais aussi les professionnels paramédicaux, le personnel de nettoyage, les bénévoles, le personnel administratif et la direction. Ces membres du personnel de santé ont été directement ou indirectement impliqués. Ainsi, les membres de l'équipe qui n'ont pas été directement impliqués dans l'événement peuvent également souffrir des conséquences d'un tel événement. Deuxièmement, nous parlons d'événements indésirables non anticipés, d'erreurs ou de blessures non intentionnelles dans le domaine des soins de santé, de blessures inattendues chez les patients. Tous ces types d'événements peuvent avoir un impact sur le professionnel de la santé. Il ne s'agit donc pas uniquement d'erreurs médicales avérées, mais d'un large éventail de types d'incidents, voire de blessures subies par les patients en raison de complications imprévues et involontaires. Troisièmement, nous nous concentrons sur les travailleurs de la santé qui deviennent des victimes, en ce sens qu'ils subissent également un impact négatif. Comme cela a été discuté dans d'autres groupes de travail ERNST et dans notre travail sur les systèmes de soutien
les travailleurs de la santé subissent des conséquences négatives sur le plan psychosocial et professionnel. Mais le mot « également » est important dans cette partie de la définition. Par « également », nous entendons que les professionnels de la santé ne sont pas les seules victimes et certainement pas les plus importantes de ces événements imprévus. Nous exprimons par la présente que la victime la plus importante d'un tel événement est la première victime, et la première victime est le patient et ou ses proches. Concluons donc par quelques messages principaux concernant la définition de 2022. Tout d'abord, nous avons élaboré une définition fondée sur des données probantes et sur un consensus en nous appuyant sur la littérature récente et sur de nombreux experts internationaux. Tout le monde, tous ceux qui soutiennent les patients peuvent devenir des secondes victimes. Troisièmement, et c'est le plus important, les premières victimes restent les victimes les plus importantes des incidents. Mais les travailleurs de la santé doivent être respectés et beaucoup d'entre nous ont besoin de soutien à la suite d'un tel événement. Voilà pour la définition, mais qu'en est-il des chiffres que nous apprennent les recherches sur le nombre de secondes victimes? Les statistiques révèlent l'ampleur du phénomène. Plus de 50% des professionnels de la santé sont susceptibles de devenir des secondes victimes au cours de leur carrière. Et si certains incidents n'entraînent aucun préjudice pour le patient, d'autres, comme les erreurs de médication ou de procédure, peuvent entraîner un préjudice temporaire, une incapacité permanente ou, tragiquement, même la mort. Si vous vous souvenez bien, dans l'un de nos précédents podcasts, celui sur l'erreur humaine par exemple, nous avons parlé du nombre d'événements indésirables. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 10% des patients dans les hôpitaux des pays à revenus élevés sont impliqués dans des soins sous-optimaux ou des événements indésirables lorsque je lis dans la littérature que le nombre de secondes victimes est, comme nous le disons, d'environ 50% du personnel qui deviendra une seconde victime au cours de sa carrière. Je pense que c'est une sous-estimation totale. 50%, c'est une sous-estimation. Je pense que presque tous les travailleurs du secteur de la santé deviendront des secondes victimes au cours de leur carrière. Ils ne seront pas tous traumatisés, bien sûr, mais ils connaîtront des réactions négatives sur le plan personnel, social ou professionnel à la suite d'un événement indésirable clinique grave ou moins grave. Lorsque nous reconnaissons la réalité de ces expériences, il devient évident que les effets d'entraînement des événements indésirables s'étendent bien au-delà de l'incident initial. Ils remettent en question non seulement l'intégrité professionnelle, mais aussi l'identité personnelle, laissant les individus s'interroger sur leur place dans la profession qu'ils avaient choisie. Lorsque l'on parle d'événements indésirables dans les soins de santé, on se concentre souvent sur l'amélioration des systèmes, des protocoles ou des résultats pour les patients. Mais il existe un autre impact moins visible et profondément personnel sur les personnes qui prodiguent les soins. Pour le personnel de santé, l'expérience d'une erreur ou d'un incident indésirable s'accompagne souvent d'une série de symptômes émotionnels et psychologiques. L'hypervigilance est l'une des réactions les plus souvent signalées, les cliniciens devenant excessivement prudents, vérifiant et revérifiant chaque détail de manière obsessionnelle. Ce symptôme peut à lui seul s'étendre bien au-delà du lieu de travail et affecter la vie quotidienne d'une personne. L'impact de l'hypervigilance est la fatigue. Dans notre article sur la durée des réactions, publié dans le BMJ Open, nous avons écrit que plus de 50% des cliniciens de l'étude ont signalé une hypervigilance
pendant plus d'1 mois et 24% pendant plus de 6 mois. Le stress est une autre réaction omniprésente, souvent aggravée par la culpabilité, un sentiment écrasant d'avoir failli à sa mission, à la prise en charge de ses patients ou à la collaboration avec ses collègues. Une partie essentielle de cette expérience implique des doutes sur les connaissances et les compétences. Ce doute a été signalé par 27% des cliniciens pendant plus d'1 mois et par 8% d'entre eux pendant plus de 6 mois. Nous savons que si les cliniciens doutent de leurs connaissances et de leurs compétences, ils risquent davantage d'être impliqués dans de nouveaux incidents liés à la sécurité des patients. Douter n'est pas une bonne chose. Y réfléchir à 2 fois, demander de l'aide ou vérifier quelque chose auprès d'un collègue, c'est une attitude professionnelle, mais continuer à douter de soi n'est pas bon pour fournir des soins de haute qualité. L'étude dont je parle est une étude que nous avons menée aux Pays-Bas auprès de quasiment 5000 cliniciens. Hypervigilance, honte, stress, doute sur les connaissances et les compétences ont été signalés et même des flashbacks ont souvent été rapportés et ont duré plus d'1 mois dans 23% des cas et même dans 9% des cas pendant 6 mois, ce qui place ses collègues dans le groupe à haut risque de syndrome de stress post-traumatique. Même les professionnels chevronnés signalent qu'ils se sentent mal préparés ou peu sûrs de leur capacité après de tels incidents, ce qui entraîne une érosion de la confiance en soi qui peut persister pendant des mois, voire des années. La durée de ces effets peut varier, mais les études, notamment celles des hôpitaux belges et néerlandais, révèlent une tendance inquiétante. Lisez nos articles dans le BMJ Open, certains d'entre eux sont déjà un peu anciens. Ils proviennent d'une étude doctorale très intéressante réalisée par Eva van Gerven, qui travaille aujourd'hui pour le plus grand service de pompiers de notre pays, mais qui a réalisé la première thèse sur les secondes victimes il y a des années de cela. Certains de nos articles sont plus récents, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les chiffres ne changent pas et que la liste des symptômes ou des réactions des secondes victimes ne change pas non plus avec le temps. C'est parce qu'il s'agit de réactions humaines. Notre équipe compte plus de 35 articles sur ce sujet et ils donnent tous un aperçu des chiffres les plus importants des réactions et de l'impact durable. Dans une étude transnationale, Eva van Gerven a constaté que le risque d'épuisement professionnel était multiplié par 2 dans les 6 mois suivant un événement indésirable grave, mais aussi une intention de quitter l'institution plus élevée, une interférence entre le travail et la vie privée plus forte et une plus grande consommation de médicaments. Ce type de réaction n'existe pas de manière isolée. Elles influencent la façon dont les individus communiquent, collaborent et agissent au sein de leur équipe. Cette tension a sapé le travail d'équipe, retardé la prise de décision critique dans les cas pris en charge par la suite et, en fin de compte, compromis les soins aux patients. Cela nous rappelle avec force que l'impact professionnel des événements indésirables peut se répercuter vers l'extérieur, affectant les systèmes mêmes qui ont été conçus pour assurer la sécurité des patients. Je pense qu'il existe un lien important avec la sécurité psychologique. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast sur la sécurité psychologique, je vous invite à le faire. Ne sous-estimons pas le nombre de secondes victimes, mais ne sous-estimons pas non plus la réaction et la durée de cette dernière. Alors, comment aborder ces réactions cachées mais lourdes de conséquences et ces coûts cachés pour notre personnel de santé?
Oui, il y a aussi des coûts supplémentaires. Dans une étude menée en Italie avec mon ami Massimiliano Panella, nous avons constaté, par exemple, que le nombre de personnes pratiquant une médecine défensive après avoir été impliquées dans ces événements était nettement plus élevé. La question est donc la suivante: comment les dirigeants peuvent-ils s'assurer que les personnes touchées se sentent soutenues plutôt qu'isolées ou jugées? Comprendre que ces professionnels ne sont pas à l'abri de l'erreur humaine est une première étape. Mais créer des environnements où la sécurité psychologique est une priorité à la suite d'événements indésirables peut être encore plus crucial. Ce sont des questions auxquelles nous devons nous attaquer sérieusement en tant qu'équipe, institution et système de soins. Et ces coûts humains, bien que moins visibles, doivent avoir le même niveau d'importance que toute autre mesure de la sécurité dans les soins de santé. Nous avons donc discuté de la définition, des chiffres et de l'impact. Alors que nous nous penchons plus avant sur les conséquences des événements indésirables, examinons une approche structurée pour soutenir les personnes touchées. Ma collègue Déborah a réalisé une étude bibliographique sur ce sujet et a publié les résultats dans son article paru dans BMC Health Services Research en 2023. Elle a proposé une pyramide à 5 niveaux. Cette pyramide de soutien à 5 niveaux est un cadre qui fournit une feuille de route claire pour l'intervention. Jetez un coup d'œil à ce modèle, car je suis convaincu qu'il peut vous aider en tant qu'individu, mais aussi aider votre organisation à mettre en place un système de soutien par les pairs, fondé sur des données probantes. Ce modèle à 5 niveaux commence par la prévention. La prévention s'applique au niveau individuel et organisationnel, en dotant les professionnels de la santé de stratégies de renforcement de la résilience et en favorisant une culture dans laquelle les erreurs sont considérées comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs personnels. Le deuxième niveau se concentre sur les soins personnels, tant pour les individus que pour les équipes. Il est essentiel d'encourager la réflexion et de créer des espaces sûrs permettant aux cliniciens de gérer leurs émotions. Nombreux sont ceux qui trouvent un soulagement dans les conversations informelles avec des collègues de confiance où ils peuvent exprimer leur expérience sans craindre d'être jugés. L'auto-soin consiste à reconnaître la détresse émotionnelle et à prendre des mesures proactives, comme la pleine conscience ou la recherche de ressources en matière de bien-être. Le soutien par les pairs est le troisième niveau de la pyramide du soutien, un niveau important. Ce soutien par les pairs comble souvent le fossé entre l'isolement et l'aide formelle. Des collègues formés qui comprennent les nuances du travail dans le secteur de la santé offrent une écoute empathique et opportune. Il est important de noter que ces pairs sont particulièrement bien placés pour déstigmatiser la recherche d'aide, car ils partagent souvent des expériences similaires. De telles initiatives se sont avérées inestimables pour cultiver un sentiment de solidarité et de validation au sein du personnel. Mais ces pairs, bien qu'ils prodiguent des soins, n'apportent pas de véritable soutien structuré. Ils constituent plutôt un système de triage. Ils ont besoin de savoir si le collègue va bien ou s'il a besoin d'un soutien plus structuré, Nous avons donc un niveau de prévention, puis un niveau d'auto-soin et enfin un troisième niveau avec le soutien par les pairs. Ensuite, au quatrième niveau de la pyramide, nous avons le soutien professionnel structuré. Ce quatrième niveau introduit une expertise externe, qu'il s'agisse de psychologues, de conseillers ou de spécialistes de la médiation qui peuvent explorer les facettes plus profondes et systémiques du stress ou du conflit d'un clinicien.
C'est à ce niveau que l'individu reçoit les outils nécessaires pour traiter ses expériences de manière constructive en s'attaquant aux traumatismes non résolus ou en rétablissant la confiance. Le 5e et dernier niveau implique une thérapie clinique, la forme la plus intensive de soutien. Elle comprend des interventions telles qu'une psychothérapie fondée sur des données probantes ou des médicaments lorsque les réactions à des événements indésirables entraînent une détresse psychologique grave et prolongée. Il s'agit de reconnaître que même les personnes les plus résilientes ont parfois besoin d'une intervention professionnelle pour guérir. Et ce n'est pas quelque chose dont ils doivent avoir honte. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Ces 5 niveaux ne sont pas rigoureusement séquentiels, mais flexibles, ce qui permet aux organismes de santé d'adapter leur soutien en fonction des circonstances individuelles et des besoins immédiats de leur personnel. Cependant, au-delà du soutien aux individus, une culture de la transparence au sein des organisations est vitale. Lorsque les dirigeants privilégient une communication ouverte, qu'ils écoutent activement et répondent sans attribuer de responsabilité, ils favorisent la sécurité psychologique, un état crucial pour le rétablissement et l'efficacité continue de l'équipe. Les dirigeants doivent également faire preuve de compassion et de responsabilité, en montrant l'exemple, en reconnaissant les erreurs sans prendre de mesures punitives. Ils jettent les bases d'organisation qui valorisent l'honnêteté, la croissance et la dignité humaine. C'est cet alignement du soutien et de la culture qui, en fin de compte, transforme non seulement la façon dont nous réagissons aux événements indésirables, mais aussi la façon dont nous les empêchons de se reproduire à l'avenir. Mon opinion personnelle est bien sûr que nous devons prendre les secondes victimes très au sérieux. Cela ne fait l'objet d'aucune discussion. Mais en plus de prendre soin de nos collègues, nous devons être ouverts pour discuter des raisons pour lesquelles les choses ont mal tourné. Certains événements indésirables sont vraiment des erreurs médicales et parfois, je déteste ce mot, des bévues. Il s'agit parfois d'une erreur humaine, parfois d'une erreur stupide ou d'une action hasardeuse qui prend des risques, qui ne respecte pas les protocoles ou encore d'une violation des règles. Cela signifie que nous devons toujours discuter des points à retenir. Et c'est pourquoi je pense, et nous en avons également l'expérience à l'hôpital universitaire de Louvain, que nous devons inclure le travail d'aide aux secondes victimes dans notre analyse des causes profondes et que nous devons en discuter dans le cadre de nos revues de morbidité et de mortalité. Je ne pense pas que l'aide aux secondes victimes soit un projet autonome, elle doit être intégrée dans le travail global de qualité et de sécurité. Mais nous devons nous assurer que la structure de gouvernance garantit que nous pouvons discuter ouvertement de tout et que nous n'oublions pas le principe de base de ce travail, à savoir que l'erreur est humaine. Alors que nous arrivons au terme de cette conversation, il convient de réfléchir aux fondements que nous avons explorés et à la direction qu'ils nous indiquent. Tout au long de cette série, nous avons abordé le domaine intéressant de la qualité des soins de santé. Dans cet épisode, nous nous sommes attaqués aux impacts profonds des événements indésirables, non seulement sur les patients, qui sont notre priorité absolue, mais également sur les professionnels de la santé, les secondes victimes qui portent le poids émotionnel et professionnel de ces incidents. Pour remodeler véritablement la manière dont nous réagissons à ces moments de crise, nous devons intégrer ces enseignements dans la pratique tant au niveau individuel qu'au niveau institutionnel. C'est là que le modèle de qualité multidimensionnel prend vie, un cadre qui va bien au-delà des mesures ou de la conformité.
Il nous incite à considérer les soins sous tous les angles, les patients, leurs proches et bien sûr les professionnels qui font partie intégrante de la garantie de la qualité des soins de santé. La maison de la confiance renforce encore cette idée en soulignant que la confiance est la pierre angulaire des soins de santé. Confiance de la part des patients et de la part de ceux qui dispensent les soins. La direction de l'organisation doit rester ferme dans son soutien à ce modèle, en souscrivant aux valeurs de dignité, de compassionné, de partenariat. Pourquoi ? Parce qu'une culture fondée sur de tels principes est non seulement plus sûre, mais favorise également la résilience lorsque les choses tournent mal. N'oublions pas que la guérison est un parcours, non seulement pour les personnes que nous traitons, mais aussi pour celles qui administrent le traitement. Une erreur ou un événement imprévu est un moment de crise, mais aussi d'apprentissage. C'est l'occasion de renforcer les systèmes tout en veillant à ce que aucun individu ne souffre en silence, isolé. Grâce à des structures de soutien cohérentes et empathiques telles que celles décrites dans la pyramide à 5 niveaux, nous affirmons que chaque professionnel a une place légitime dans cette maison de confiance. Aussi important que soient ces systèmes, tout commence par la manière dont nous, en tant qu'individus, choisissons d'être des leaders au regard de nos actions. Chaque conversation empreinte de compassion, chaque exemple de responsabilité recadrée crée des ondulations qui façonnent la culture des soins de santé de demain. Soutenons le principe selon lequel la qualité des soins repose autant sur la promotion de la confiance au sein des équipes et des organisations que sur les résultats pour les patients. Alors que nous clôturons ce 6e épisode de ma série de podcasts sur la qualité, je vous laisse sur cette pensée. La résilience se développe grâce aux liens, au soutien que nous nous apportons les uns aux autres et aux structures que nous mettons en place pour garantir que les soins restent centrés sur l'humain, holistique et profondément bienveillant. Soyez toujours un peu plus gentils que nécessaire. C'est ce que nous dit Peter Lachman. Je vous remercie de vous être joints à moi pour ce voyage. Prenez soin de vous, réfléchissez profondément à ces sujets et continuez à forger la confiance qui nous lie tous dans l'acte de soin, même lorsque les choses tournent mal. Et n'oubliez pas que nous ne devons pas seulement prendre soin de nos patients, de leurs proches, mais aussi des uns les autres. La chose la plus importante à retenir est que prendre soin de soi n'est vraiment pas égoïste.